6 avril 2003, Bagdad. Normalement, une ville de 6 millions d'habitants. Des rues, des ponts, des buildings, normalement. Mais ce matin-là, Bagdad n'existe plus vraiment. Elle a été avalée, engloutie, effacée par quelque chose qu'aucun général américain n'avait vraiment prévu dans ses plans de bataille. Une tempête de sable? Pas une petite tempête. Pas un nuage de poussière désagréable. Une muraille de sable orange de plusieurs centaines de mètres de haut qui a tout recouvert, tout étouffé, tout rendu invisible. La visibilité au sol est proche de zéro. Les hélicoptères sont cloués au sol. La plupart des avions sont cloués au sol. Les satellites ne voient plus rien. Et dans cette purée de pois orange, quelque part sous le sable, des soldats américains sont en train de mourir. Pour comprendre ce qui se passe ce matin-là, il faut comprendre ce qu'est la Task Force 269. C'est une unité blindée américaine, des soldats, des véhicules, des hommes qui ont traversé le désert irakien depuis le Koweït, qui ont combattu pendant des jours, qui sont épuisés et qui se retrouvent coincés près du pont de Mana, au bord du Tigre, face à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû affronter seuls. De l'autre côté du fleuve, la division blindée Hammurabi. Des T-72 irakiens. Des chars soviétiques robustes, pas les plus modernes du monde, mais suffisamment puissants pour réduire en pièces des véhicules blindés légers à bout portant. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Les soldats de la Task Force 269 tirent. Ils ripostent. Mais ils savent que si les blindés irakiens traversent ce pont, si la division Hammurabi réussit à franchir le Tigre, ce sera fini. Le message radio qui part vers les bases américaines est simple. Direct, désespéré. Si les Irakiens traversent le pont, c'est fini pour nous. À bord de 2 ADX Thunderbolt 2 quelque part au-dessus de cette tempête, 2 hommes reçoivent ce message. Le lieutenant-colonel Raymond Strasburger. Tout le monde l'appelle donc, 38 ans. Pilote de l'US Air Force depuis 15 ans. Le genre d'homme qui a passé sa carrière à voler sur la 10, qui connaît chaque bouton, chaque système, chaque limite de cet avion mieux que sa propre maison. À ses côtés, le capitaine Greg Thornton, surnom de combat, Billy Bob, 31 ans, moins d'expérience que donc, mais un pilote instinctif, rapide, capable de prendre des décisions en fractions de secondes que d'autres mettraient même des minutes à calculer. Ces 2 hommes se regardent, ou plutôt, ils s'entendent dans leur casque, parce que dans cette tempête, voir à travers le cockpit, c'est déjà un défi. Et ils prennent une décision que beaucoup de pilotes dans leur situation n'auraient pas prise. Ils plongent dans la tempête. Avant d'aller plus loin, il faut parler de leur avion. La DX Thunderbolt 2, surnommé le Warthog, le cochon sauvage, c'est l'avion de combat le plus laid, le plus bruyant et probablement le plus efficace contre les blindés qui ait jamais volé. Il a été conçu dans les années 70 avec une seule idée en tête. Détruire des chars soviétiques en Europe de l'Ouest si la guerre froide devenait chaude. Son arme principale, le canon GAU-8 Avenger. Un canon rotatif de 30 mm, 7 canons qui tournent ensemble, capables de tirer 3900 obus par minute. Les obus sont en uranium appauvri, si dense, si lourd, qu'ils traversent le blindage d'un T-72 comme si c'était du papier mâché. Le Warthog peut aussi encaisser des dégâts considérables. Son cockpit est entouré d'une baignoire en titane. Il peut voler avec un moteur détruit, une moitié d'aile arrachée, des trous partout dans la coque et ramener son pilote à la base. C'est important de savoir ça, parce que ce matin du 6 avril, il va avoir besoin de tout ça, et plus encore. La descente dans la tempête ressemble à plonger dans un bol de soupe orange. Donk et Billy Bob perdent la visibilité presque immédiatement. Les instruments sont là, les radars fonctionnent. Mais voir physiquement à travers la verrière, c'est une autre histoire. Le sable s'écrase contre le cockpit. Le ciel et le sol se confondent dans ce brun orangé uniforme. Ils descendent,
Encore. Encore. Et là, sous eux, Bagdad commence à réapparaître. Des buildings, des rues, des ponts, tout ça à quelques mètres sous leurs ailes. Ils volent entre les immeubles, au niveau des étages supérieurs, dans une ville de 6 millions d'habitants en pleine guerre. Et en dessous d'eux, le Tigre, et près du pont de Mana, des points lumineux dans le sable orange. Des tirs, des explosions. La Task Force 269. Dès que les deux A-10 apparaissent au-dessus de la zone de combat, l'enfer se déchaîne. Les Irakiens les voient ou les entendent. Le bruit des réacteurs d'un A-10 à basse altitude est impossible à ignorer. Un rugissement grave qui fait vibrer les vitres et les entrailles. Et ils savent ce que ça signifie. Les canons anti-aériens de 23 mm ouvrent dans le feu. Des traçantes zèbrent le ciel orange autour de Donk et Billy Bob. Des lignes de lumière qui passent trop près, beaucoup trop près, manœuvrer à basse altitude dans une tempête de sable au-dessus d'une ville, c'est déjà techniquement très difficile. Le faire sous le feu ennemi, c'est une autre dimension. Donk décide de marquer les cibles en premier. Il tire ses roquettes fumigènes pour indiquer les positions ennemies aux forces au sol. Mais les roquettes ne fonctionnent pas. Défectueuses, inutilisables, plan A, éliminé. Il récupère ses leurres pyrotechniques, ces petites charges lumineuses conçues normalement pour attirer les missiles. Il les largue sur les positions irakiennes pour guider ses troupes au sol. Ce n'est pas ce pourquoi ils sont conçus. Mais ça marche. Et puis, le coup dur, vraiment dur. L'ordinateur de tir du A-10 de Donk lâche. Arrêtons-nous une seconde sur ce que ça veut dire. L'ordinateur de tir d'un A-10 moderne fait des dizaines de calculs à chaque seconde. La vitesse de l'avion, l'altitude, la distance à la cible, le vent, la vitesse des obus. Il ajuste automatiquement le viseur pour que les obus arrivent exactement là où le pilote vise. Sans lui, le pilote vise comme en 1944. À l'œil, au feeling, en calculant mentalement des équations balistiques que normalement une machine fait pour lui. Pour la plupart des pilotes modernes, c'est une compétence qu'ils ont apprise à l'école. Théoriquement. Donc lui, l'a pratiqué. Il a passé des années à s'entraîner sur les vieilles méthodes parce qu'il savait qu'un jour, peut-être, les machines lâcheraient. Ce jour est arrivé. Il n'a plus de roquettes qui fonctionnent. Il n'a plus d'ordinateur de tir. Il a le Tigre en dessous, des T-72 en face, des soldats américains qui meurent, et son instinct, il va s'en contenter.